Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur Alstom. Comme d'habitude, moi, Alstom, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse et je vous encourage ici à regarder ailleurs, d'accord? Surtout si on recherche des entités qualitatives, d'accord? Je me suis rappelé que sur la vidéo précédente, il y avait un commentaire de Julien. Déjà, Julien, je te remercie pour ton commentaire. Donc, la vidéo, c'était essentiellement de l'analyse quantitative. On s'entend. Donc, Julien a mentionné ceci. Il faut sortir de l'analyse technique parfois. Donc, je n'ai pas fait d'analyse technique ici, Julien. J'ai fait de l'analyse quantitative. OK? Je mentionnerai déjà, je dirais à peu près pourquoi est-ce que je fais toujours de l'analyse. Je commence par l'analyse quantitative. Donc, quels sont les types de questions que j'aurai à poser derrière? Les carnets de commandes sont pleins. Ok, donc il parle toujours d'Alstom. Il dit que les carnets de commandes sont pleins et Alstom peine à fournir et fait des stocks. Bon, peine à fournir quoi? La demande et fait des stocks. Des stocks de quoi? De matières premières. D'accord. Donc, il n'échappera à personne, juste pour la précision, je ne sais pas précisément de quoi il s'agit. Donc, je pose juste des questions comme ça. Et il n'échappera à personne qu'avec de plus en plus de contraintes globales liées au CO2, ce type d'entreprise ici a le vent dans le dos. Je conserve ma modeste position, mais ça n'est en aucun cas du court terme. Enfin, j'ai ajouté en aucun cas, mais il dit ici que sa position, c'est plutôt sur du long terme. Donc, merci Julien pour ton commentaire. Donc, si on met de côté le fait qu'ici, on ne parle pas d'analyse technique, je n'en fais pas du tout. Je n'en ai aucunement besoin pour prendre une décision d'investissement. Ma décision d'investissement se base essentiellement sur des éléments quantitatifs et qualitatifs. Et ici, c'est ce qui correspond ici à une analyse fondamentale. Ici, sur cette vidéo, nous avons fait une analyse quantitative. Nous avons présenté les chiffres. Et l'analyse qualitative, c'est faire parler les chiffres. Et les deux font ce qu'on appelle, quand on joint les deux, on a une analyse fondamentale. OK? Donc, il mentionne ici que les carnets de commandes sont pleins. Excuse-moi, Julien, mais ça ne veut strictement rien dire. Carnet de commandes n'est pas synonyme de free cash flow. Et je vais te dire pourquoi. C'est une bonne observation. Le fait d'avoir des carnets de commandes pleins, ça donne, on a une idée ici de l'attractivité des produits de la compagnie. Et quand on dit carnet de commandes plein, dépendamment du revenu global, ici, si on arrive à satisfaire toute la demande ici, si on arrive à vider le carnet de commandes, donc c'est-à-dire ici, ça représente combien d'années de revenus? Première chose. Et toi et moi, étant des actionnaires dans d'autres entités, ce qui compte avant tout à la fin de la journée, c'est l'entreprise, c'est le free cash flow. Pourquoi? Parce que si tu es propriétaire d'une entreprise, c'est ce qui te revient après que tu aies payé toutes les taxes, les employés, etc. Il te reste ton free cash flow. Et grâce à ce free cash flow, tu pourras soit rembourser le principal de la dette, soit racheter des actions, soit faire des acquisitions ou payer un dividende. Et donc, en tant qu'actionnaire, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse principalement. Donc, quand on fait une analyse quantitative de Alstom, on constate en termes de revenus, on a une croissance des revenus. Déjà, vu que je fais de l'analyse quantitative, ça veut dire ici que je vais avoir tendance à poser la question suivante. Pourquoi est-ce que les revenus ont explosé à partir de 2021? Si on le met ici en yearly, on va le faire comme ça. Est-ce que l'entreprise a fait une acquisition ou bien elle a de plus en plus de succès avec ses produits? Il y a de grandes chances que ce soit une acquisition parce que c'est très rare de voir une variation pareille, surtout pour une entreprise qui n'avait pas l'habitude d'avoir une croissance extraordinaire, qui était plutôt mature. Donc ici, on voit bien qu'il y a une accélération et un ralentissement brusque. Donc c'est-à-dire qu'il doit certainement avoir une acquisition derrière. Et ça, je le vois essentiellement déjà uniquement en observant les chiffres. D'accord? Ensuite, Alstom, les marges brutes sont-elles stables? Au moins, c'est le premier niveau de pricing power, c'est le maintien, c'est la stabilité des marges brutes. Avant même la croissance de ces marges brutes-là, parce que toutes les entreprises ici ont tendance à également à racheter, la plupart des entreprises ont également des fournisseurs, d'accord? Donc, on doit également gérer le prix, entre parenthèses ici, les produits qu'on achète pour pouvoir vendre notre produit final ici. On a tendance également, il faut qu'on gère ces coûts-là. Et ces coûts-là également ont tendance à fluctuer. Si le prix, par exemple, imaginez que je vends, disons, des coques pour téléphone en plastique, d'accord? Imagine que le prix de la matière première augmente. Si je n'ajuste pas mes coûts de production, d'accord? Si je ne réduis pas mes coûts de production ici, ou bien si je n'augmente pas mon prix, mes marges vont diminuer. Tout simplement parce que le prix de la matière première a augmenté. C'est pour ça que si le prix de la matière première augmente et à coût de production égal,
j'arrive à augmenter le prix pour faire face à cette augmentation, à l'augmentation du prix de ma matière première, je pourrais au moins maintenir mes marges stables. Au moins. OK? Et donc, quand on observe les marges brutes ici, on constate que la marge brute est, voilà, sur une longue période de temps, on va se dire qu'on a une stabilité, mais également, on observe que depuis l'acquisition, les marges ont diminué. 3 points. Et je n'aime pas, ce qui veut dire ici que le business qu'on a racheté a peut-être des marges moins élevées que notre business global. D'accord? Et donc, c'est un problème. Il faudra aller vérifier qu'est-ce qu'on a racheté. Est-ce qu'on compte augmenter les prix? Pour le moment également, j'observe une variation à court terme. On voit ici que timidement, les marges augmentent par rapport au plus bas, aux alentours de 10%. On est à 12,58 sur les 12 derniers mois. Est-ce que ça va continuer? Et pourquoi est-ce qu'on a ces marges moins élevées? Et ça sont des questions. C'est pour ça que je fais de l'analyse quantitative, parce qu'il y a déjà un ensemble de questions à poser derrière. Tu as vu, on est juste à la marge brute. On a passé le revenu, on a passé la marge brute. Ici, nous sommes au niveau de la marge brute et on a déjà plusieurs questions derrière. OK? Ensuite, on va regarder les marges EBITDA, parce qu'on peut avoir des marges brutes qui diminuent, mais des marges EBITDA stables. Si c'est le cas, ça veut dire ici que l'entreprise est arrive à baisser les coûts de production, enfin les coûts d'exploitation, on va le dire comme ça, coûts d'exploitation. Est-ce que c'est le cas? Prenons en termes de pourcentage, dans le sens où, on avait des marges de 15% en marge brute, enfin 16% en marge brute, et aujourd'hui on se retrouve à 12%. Donc il y a 4% de différence. OK? Est-ce que tu observes la même variation ici? Quand je dis tu, c'est comme si je parle à chacun d'entre vous. OK? Est-ce qu'on observe la même variation ici? Ici, on observe plutôt un 2% de différence. Disons même 1%, je dirais même 1% de différence par rapport aux 12 derniers mois. Ce qui est, à mon avis, intéressant. Ce qui veut dire que l'entreprise a dû baisser les coûts d'exploitation. Elle a réduit ses coûts d'exploitation. Et donc, si les marges brutes augmentent, à nouveau aux alentours de 15%, aux alentours de 16%, à coût d'exploitation égal. Et je rappelle qu'on a une période d'inflation, etc. Donc le personnel coûte sans doute de plus en plus cher, ce genre de choses-là. À coût d'exploitation égal, on a peut-être une entreprise qui pourrait avoir des marges EBITDA plus élevées. Maintenant, en termes de réduction de coût d'exploitation, quel poste de dépense on a réduit? On est juste au niveau de l'analyse quantitative. Tu vois déjà qu'on a un ensemble de questions à poser derrière. En observant revenus, marge brute, marge EBITDA. Et je suis encore à l'analyse quantitative. Donc là, la liste de questions est déjà assez élevée. On ne dirait pas élevée, mais on a déjà au moins, disons, 5 à 6 questions à poser. D'accord? Et on peut faire des observations pareilles uniquement. Enfin, il faut d'abord avoir des bases en comptabilité. C'est la base, OK? Et donc, avec l'habitude, vous pouvez à peu près savoir comment interpréter les marges. Parce qu'il ne s'agit juste pas de regarder les marges. Il faut les interpréter. Parce qu'on peut avoir des marges brutes qui diminuent, mais des marges EBITDA stables. Ça veut dire quoi? Coût d'exploitation diminue. C'est bien. OK? Ensuite, on va comparer les net income, donc les bénéfices nets, avec les free cash flow. Je rappelle ici que nous sommes des investisseurs et ce qui compte à la fin de la journée, ce sont les free cash flow. Et je prends un graphique. Donc, on va le faire comme ça. Je prends un graphique ici. Je vais prendre en cumulé. Donc, tous les bénéfices, tous les free cash flow qu'on a générés depuis 20, 10, 5 ans, je vais les mettre en cumulé, histoire de voir si l'entreprise a gagné de l'argent pendant toute cette période de temps-là. Si tu étais actionnaire de cette compagnie, imagine que tu es le seul actionnaire de cette compagnie. Je ne parle pas juste à Julien, qu'importe la personne qui regarde la vidéo ici, je m'adresse directement à toi. Imagine ici que tu étais propriétaire de cette compagnie. Ça fait 20 ans que tu es propriétaire de la compagnie. En 20 ans, elle a généré 4 milliards 500 d'EBITDA de free cash flow. Non, excuse-moi, de bénéfices nets au total. En termes de free cash flow, elle a perdu 1 milliard 680. Donc, ce qui veut dire que si tu étais actionnaire de cette compagnie, tu aurais dû lever 1 milliard 600 en supplément, soit en dette, d'accord, soit en émettant de nouvelles... Enfin, disons que tu es le seul actionnaire, tu devrais lever de la dette ici. Ou bien ouvrir ton capital un tout petit peu pour lever du cash. Tout simple. Ou bien vendre des actifs. Tout simplement parce que cette entreprise n'a pas fait d'argent. Il n'y a pas de free cash flow. Il y a des bénéfices nets positifs, mais il n'y a pas de free cash flow.
Pourquoi il n'y a pas de free cash flow? Est-ce que la dépense en capital est de plus en plus élevée? Est-ce que c'est une affaire liée aux besoins en fonds de roulement? Sur les 10 dernières années, 4 milliards 600 en moins de free cash flow, alors qu'on a généré des bénéfices nets de moins 1 milliard 126. Donc, en 10 ans, elle n'a rien gagné du tout. Et tu dois même encore emprunter près de 4 milliards, c'est au moins 4 milliards 600 uniquement pour pouvoir s'autofinancer. Sur les 5 dernières années, même chanson. 3 dernières années, encore pire. Enfin, quand je dis encore pire, c'est la même chose. Et donc, on va me dire aujourd'hui, je devrais investir dans cette compagnie parce que le carnet de commandes est plein. Est-ce qu'il est plein depuis 1 an seulement ou 2 ans seulement? Il me semble que c'est fait on va se dire ici plusieurs années que nous avons des carnets de commandes pleins. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des free cash flow alors? Elle a des vents favorables? Ok, pas de souci. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de... Les vents favorables en question, est-ce qu'ils ont commencé hier, le mois passé? Ça ne se voit pas sur les chiffres pour le moment. Moi, en tant qu'actionnaire, je sais, enfin, en tant qu'investisseur, est-ce que j'aimerais vraiment creuser un peu plus sur cette compagnie? Surtout si les concurrents, je ne dirais pas qu'ils font la même chose, mais dans la même industrie, s'il y a des concurrents plus intéressants. Et je reviens ici. Prenons nos tableaux face graphe. Pardon, s'étant assez amusé à payer un dividende, chose qu'elle a coupé, il me semble d'ailleurs que je l'avais tantôt annoncé, que c'est sûr et certain qu'on doit le couper. Ils n'ont pas les moyens de payer le dividende. Ils n'ont pas les moyens. Pas de free cash flow, c'est ici. En fait, le payout ratio, il ne faut jamais même le regarder. Il faut regarder le payout ratio par rapport au free cash flow. Quand vous regardez vos dividendes. OK? Par rapport au free cash flow. Par rapport au free cash flow. Donc, en regardant le payout ratio par rapport au bénéfice, vous sous-entendez que bénéfice net égal free cash flow. Or, ce n'est pas souvent le cas, comme on pourra le voir sur plusieurs compagnies. Donc, c'est ici, pendant plusieurs années, elle ne gagne pas d'argent. Les free cash flows sont négatifs, mais elle se permet de payer des dividendes. Moi, déjà, quand je vois ça, excuse-moi, mais je passe ma route. Je passe littéralement ma route. Évidemment, les choses ont peut-être changé entre-temps. Le management est peut-être plus compétent. On a peut-être ici un marché de plus en plus croissant, etc. Mais la question qui devrait revenir, est-ce que cette entreprise vend un produit récurrent, avec une demande récurrente, ou bien une demande ponctuelle? Récurrent dans le sens où on aura besoin du même niveau de revenu. Enfin, les entités qui commandent en date d'aujourd'hui reviendront peut-être le mois prochain ou bien l'année prochaine pour commander à peu près la même chose. Il me semble que c'est peut-être lié ici à une dépense en capital élevée au niveau des gouvernements ou bien des différentes entreprises en question. Et donc, ça peut être ponctuel. Par rapport aux produits qu'elles vendent, ça doit être de la machinerie. Est-ce qu'on vend est-ce qu'on assure également de la maintenance derrière? Parce que ça, si c'est le cas, il me semble que c'est le cas à peu près. Ça, c'est le vrai business. C'est le vrai business. C'est à ce niveau-là on devrait avoir peut-être les marges les plus élevées. OK? Plus la base de produits installés augmente, mieux c'est. OK? Il faudrait vérifier. Donc, juste en regardant, tu vois, je n'ai même pas encore creusé sur Alstom. On a déjà au moins, on a plus d'une dizaine de questions. Juste avec l'observation liée une observation quantitative. Et maintenant, quand tu regardes ceci, veux-tu investir sur cette compagnie, sérieusement? Je te prends un exemple. Parce que vous n'êtes pas forcé d'acheter toutes les compagnies. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'argent dessus. Hein. Faites attention. Une entité, même quand elle ne gagne pas d'argent, le prix de l'action peut fluctuer. Mais c'est de plus en plus risqué. Mais c'est basé sur des attentes qui pourraient se réaliser comme pas du tout. Regarde Caterpillar. La même industrie. Ils ne font pas la même chose. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est la même industrie. Caterpillar, en termes de bénéfices nets, c'est beau à voir, oui ou non? En termes de free cash flow, c'est beau à voir, oui ou non? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire sur Alstom? Pourquoi je devais perdre mon temps à faire des recherches sur Alstom? Pourquoi? On s'entend que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire sur Alstom? C'est pour le long terme, on a dit. Penses-tu vraiment que cette compagnie pourrait, à long terme, générer des free cash flow stables? D'abord stables, sinon croissants, disons au-delà de 2027. Les attentes, c'est un business qui n'est pas prévisible. C'est un business qui est imprévisible.
Donc, même si tu te bases sur les attentes des analystes, il y a de 91% de chances que tu te trompes. Et peut-être que ça va changer demain. Je n'en sais rien. Je peux déjà commencer sur une compagnie qui a l'habitude de générer, qui est une compagnie qui est assez prévisible. D'accord? Ici, ce n'est pas le cas pour Alstom. Évidemment, le marché peut être grand, etc. Mais regarde ses concurrents. Pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a peut-être des marges moins élevées que ses concurrents. Ou bien pourquoi est-ce qu'elle perd de l'argent alors que ses concurrents en gagnent. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a mentionné une entreprise ici en description de la vidéo. On va voir, hein, peut-être que c'est la même chanson dans le secteur. Donc c'était CAF. Je ne dis pas que CAF, c'est mieux que Alstom. Quand on regarde les free cash flow, même chanson, mais un peu plus stable. On va prendre une chose. Revenons sur notre cas. Si on regarde CAF ici, déjà pour voir qu'est-ce qu'elle fait précisément. On va regarder ça, on attend, télécharge. Parce qu'il me semble ici que c'est tout ce qui est lié ici à la mobilité, les trains, tout ce genre de choses-là. Oui, il me semble que c'est ça. Hein? Oui ou non? OK, donc on a peut-être un concurrent à ce niveau-là. OK? Et si c'est le cas, revenons, prenons CAF. OK? Je prends, je valide et je vais faire la même chose. Free cash flow cumulé sur 20 ans. On va voir si CAF a généré de l'argent. Si CAF a généré de l'argent. Voilà. En 20 ans, cette compagnie, c'est 900 millions cumulés de free cash flow. En 10 ans, c'est 1 milliard 200. On arrondit. En 5 ans, c'est 353 millions cumulés. En 3 ans, c'est 170 millions cumulés. Fais le même exercice avec Alstom. Tu vas te rendre compte que Alstom ne gagne pas d'argent. Pourquoi? Les choses vont changer. Qu'est-ce qu'on mentionne? Il y a plan stratégique sur plan stratégique. Peut-être que ça va fonctionner demain, mais il y a plus de chances que j'aille investir sur CAF plutôt que sur Alstom. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine récurrence au niveau des free cash flow. On me demande donc d'évaluer quantitativement Alstom. Et on sait déjà qu'elle ne va pas faire partie de notre watchlist. Même si elle est leader dans je ne sais pas quoi, elle doit avoir, dépendamment des produits qu'elle vend ici, même si ce sont les meilleurs produits sur le marché. Mais ça sert à quoi d'avoir les meilleurs produits ou bien un carnet de commandes plein si vous ne pouvez pas avoir un pricing power? Et ce pricing power nécessite, pourquoi est-ce qu'il est important? Au moins pour couvrir vos coûts d'exploitation. Le coût des matières premières. Ou bien de l'équipement ici pour assembler le produit final. Qu'est-ce que je vais faire avec cette compagnie? Qu'est-ce que je vais faire avec? Et donc, quand on regarde même le carnet de commandes, et je le mentionne toujours, le carnet de commandes, c'est essentiellement le revenu. Ça ne veut pas dire qu'on a des bénéfices nets. Donc, avoir ici basé sur le carnet de commandes pour investir sur une compagnie, il faut déjà regarder si elle a un historique en termes de rentabilité. Et s'il est dans le carnet de commandes en question, le prix pourrait s'ajuster dépendamment du prix des matières premières. C'est ce qui est souvent, ce sont les contrats, c'est généralement ce type de choses qu'on voit sur les compagnies comme Airbus et Boeing. Si le prix d'un avion c'est 60 millions, je prends un exemple, ce prix-là pourrait changer, s'ajuster à la hausse si le prix des matières premières change. Et donc, tout simplement parce que l'entreprise a la capacité de se couvrir. C'est pour ça qu'elle peut signer ce type de contrat-là. Donc, si le prix de la matière première augmente, admettons, disons que Thales ou bien Safran décide de vendre, disons que Safran et GE décident de vendre leur moteur d'avion à des prix plus élevés, peut-être 2 fois plus élevés aujourd'hui, le prix de l'avion va changer. Donc, l'avion que vous avez acheté à 60 millions, on va vous dire que le prix va augmenter tout simplement parce que on a une augmentation du prix de nos matières premières. Et selon nos contrats, vous voyez que ça doit être couvert. Et donc, nous, on aura tendance à protéger nos marges. C'est important. Je dis bien, c'est important. Le fait qu'on ait des vents favorables, c'est bien. Taille du marché, évolution de la taille du marché, concurrents, marge moyenne dans le secteur d'activité et on regarde qu'est-ce que notre entreprise, comment est-ce qu'elle est positionnée par rapport aux autres entités. Tu vois?
Donc, si on se base sur ces éléments-là, qu'est-ce qu'on va faire sur Alstom? Ici, Alstom, je ne vais pas payer des multiples, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices. Et encore, des bénéfices imprévisibles et encore des bénéfices qui sont basés qui ne sont pas basés sur les free cash flow. Donc, 20 euros sur cette compagnie grand max. OK? Et encore, c'est beaucoup de guesstimation. Parce qu'en termes de free cash flow, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On peut regarder les actifs tangibles nets également, histoire de voir également si on n'a pas d'actifs cachés. Quand on dit si on n'a pas d'actifs cachés, ça c'est au-delà, c'est ce qu'on commence à étudier le bilan en profondeur. Donc, il y a assez d'éléments ici qui m'encouragent à me détourner de Alstom. Évidemment, Alstom peut devenir autre chose demain, elle peut gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Mais aujourd'hui, franchement, je dormirai mal la nuit en sachant que j'ai du Alstom. Mais maintenant, tout dépend de la pondération en portefeuille, etc. D'accord? S'il y a de meilleures opportunités sur le marché, et je pense que le marché a mieux offert, même dans la même industrie, donc, qu'est-ce que je vais aller faire avec? Qu'est-ce que je ferai avec du Alstom? Donc, moi, je te souhaite bonne chance avec ton investissement. Même si on dit que c'est du long terme, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas suivre l'évolution à court terme. Est-ce que les marges s'améliorent? Est-ce que son plan stratégique tient la route? Est-ce qu'ils l'ont revisé? Quels sont les objectifs? Le salaire du management est basé sur quoi? Quel est le pourcentage de variable ici par rapport au pourcentage de fixe? Et est-ce que le management a tendance à atteindre les objectifs qu'il se fixe? Encore une fois, des questions et des questions. Les réponses se trouvent, bien sûr, dans les rapports financiers. Donc, je n'en dis ton commentaire, merci. Mais également, ça soulève d'autres questions derrière. Et quand on regarde l'historique ici, on n'aimerait pas... Voilà. On va se dire que la probabilité pour que ça fonctionne très très bien à long terme est très peu élevée. Évidemment, il y a peut-être des changements ici, etc. Mais voilà, je peux faire peut-être regarder ailleurs et revenir sur Alstom, c'est pas moi, dans 3-4 ans, quand elle aura montré une stabilité au niveau des free cash flow. Il y a des entreprises pareilles. Il y a des entreprises qui changent du jour au lendemain. C'est comme si tu prends une compagnie comme, je pense, c'est STM ou bien c'est Soitec. STM, c'était rien, c'était de la, entre parenthèses, pendant plusieurs années, il n'y avait rien de tout d'extraordinaire. Et là, depuis à peu près 2014, on a une stabilité. Évidemment, il faut toujours regarder les free cash flow. Également, on a une stabilité des free cash flow. Même s'il y a un impact au niveau du BFR ici, mais c'est très commun dans le secteur. Mais tu vois, il y a de la stabilité. Il y a de la stabilité. Sur Alstom, ce n'est pas la même chanson. Donc, est-ce que Alstom mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je rappelle que vous pouvez avoir accès à la watchlist en passant par le lien en description de la vidéo. La réponse est clairement non. Alors là, non. Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que quand on parle de qualité ici, Alstom en est... Voilà. Elle a peut-être un bon produit. Attention, très fiable, etc. Très demandé, mais au niveau des chiffres, on ne voit rien. Il n'y a rien du tout. Et donc, on va patienter sur les lignes de côté. D'accord? Et attendre une amélioration. Donc, comme je l'ai mentionné, vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo. Et pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, vous pouvez booker un call, réserver un appel pour qu'on en parle, histoire de voir si le programme d'accompagnement qu'on appelle chez nous l'accélérateur, basé essentiellement sur la pratique, pourrait correspondre à vos attentes. Okay? C'est un programme ouvert à tout le monde, niveau débutant comme intermédiaire. D'accord? Donc, le lien est en description de la vidéo également. Donc, Alstom, je veux dire, le marché a mieux offrir et donc on préfère se détourner complètement de cette compagnie pour le moment. Enfin, il y a de grandes chances qu'on n'y revienne pas au moins 5 à 10 ans aujourd'hui. Donc, il y a tellement d'entreprises sur le marché que gagnons en temps, intéressons-nous uniquement aux entités les plus qualitatives. D'accord? Et évidemment, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner de l'argent. Ceux qui ont acheté du Alstom à 11 € sont bien contents aujourd'hui de l'avoir à 17 €. Mais moi, même si tu me proposes du Alstom à 1 €, ça ne va peut-être pas m'intéresser. Tu vois? Ça va peut-être pas m'intéresser. Bref, bonne chance pour ton investissement à long terme. Et n'oublie pas que le long terme ici n'est qu'une succession d'événements à court terme. Et donc, il faut toujours se poser des questions par rapport
il faut toujours revoir notre hypothèse d'investissement de départ, histoire de voir si ce que le management fait en date d'aujourd'hui correspond aux attentes qu'on avait quand on a pris la décision d'investir. C'est ça l'analyse fondamentale. D'accord?